Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve mon tout premier portrait d'auteur. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, j'ai étudié en histoire au cégep. Et avec le temps, je regrette parfois de ne pas avoir poursuivi mes études à l'université dans ce sujet-là, parce que c'est une de mes passions en plus de la littérature. Et c'est un petit indice pour l'auteur que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de François Guilbeault qui m'a envoyé son dernier roman en service presse. Donc j'ai eu l'idée de vous présenter les 6 romans qu'il a écrits depuis 2018, qui est quand même assez impressionnant, quand on sait que pour les romans historiques, ça demande énormément de recherche. Et c'est probablement le genre qui prend plus de temps à écrire, parce qu'on peut pas juste inventer une situation qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. Il faut avoir le bon contexte pour l'évolution des personnages. Donc, le premier, il s'agit de Les Plaines de Nouvelle-France. C'est le premier roman qui se retrouve dans la série Femmes de liberté, qui contient 4 romans sur les 6 qu'il écrit. Celui-là, il se déroule sur les plaines de Québec pendant la guerre entre les Français et les Anglais pour conquérir le territoire de la Nouvelle-France. On suit les aventures de Gaillard, qui va devenir le fils adoptif de Montcalm, qui était le chef de l'armée du côté des Français, qui se battait contre Wolfe, qui était du côté des Anglais. Et les deux ont eu quand même un destin assez tragique. On en parle quand même beaucoup dans ce roman-ci, puisque je mentionnais, le contexte historique il est très présent. J'ai aimé aussi beaucoup la romance. En fait, je dirais même que, même si c'est le roman parmi les 6 que j'ai un petit peu moins aimé, je dirais que la romance s'est démarquée, puis j'ai beaucoup aimé aussi voir l'histoire d'un point de vue d'un personnage fictif, parce que souvent, dans les cours d'histoire, le prof va dire les grandes lignes, mais là, on voit vraiment les habitudes de vie, comment que les personnes de cette époque-là interagissaient entre eux. Fait que c'était très intéressant de voir ça d'un autre œil. Aussi, il tombe en amour avec Françoise, qui s'écrit F-R-A-N-C-C-D-O-Y-S-E. J'ai trouvé ça très original comme orthographe, qu'on va retrouver aussi dans les autres romans. Le deuxième, c'est 13 étoiles, le volume 1, où on retrouve Françoise et Moon Pasquin, qui va devenir la fille adoptive de Françoise. Pour qu'est-ce qui est de Gaillard, je vous laisse découvrir qu'est-ce qui se passe en procurant le premier tome. Et je vous conseillerais aussi de les lire par étape que je vous les présente. Comme ça, vous allez pouvoir suivre les évolutions des personnages sans qu'il y ait trop de divulgateurs. Ici, Moon Pasquin, elle a 13 ans et se retrouve aux États-Unis, ou dans les colonies, comme on les appelait à l'époque, qui ont décidé de faire la révolution contre les Anglais. Si vous connaissez un petit peu le contexte du Boston Tea Party, ouais, c'est exactement ça. Ici, au début, là, on commence à voir la mise en place de la révolution. Eux autres, ils étaient quand même dans un coin assez tranquille, mais ils voyaient que les Américains commençaient à se révolter. Dans le tome 2 de 13 étoiles, qui est en fait la suite des 2 autres premiers romans, Moon, elle a maintenant 17 ans. L'histoire se déroule en 1779 et elle rencontre Lucien. Et on voit aussi des points de vue de... On voit aussi qu'elle s'est fait une amie Cherokee. J'ai bien aimé aussi qu'on parle des Amérindiens, puisque c'est une partie qu'on saute souvent dans les cours d'histoire, ou qu'on fait juste en mentionner quelques mots, alors que c'est quand même des peuples importants pour nous, parce que c'est quand même eux qui étaient ici bien avant les Européens, et ils ont une culture très intéressante. Donc, et aussi, dans ce roman-là, elle voudrait enseigner les cours de français à Charleston. Oui, parce qu'il y avait quand même des Français aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. La Louisiane était quand même une bonne partie francophone.
avant le 20e siècle. Fait que je trouve aussi que c'est intéressant, encore là, de voir un point de vue d'un personnage qui a vécu dans cette histoire-là. Et je vous cacherai pas que ces deux tomes-là, c'était mes préférés, parce que je me suis beaucoup attachée à Moon et ses aventures, la voir grandir pour devenir une jeune femme. Et on parle aussi beaucoup de François, son frère aussi. Oui, parce que Gaillard et Françoise ont quand même des enfants, donc c'est bien de voir qu'est-ce qui se passe avec eux aussi. Le quatrième et dernier tome de la série Femmes de liberté, c'est Révolution. Cette fois-ci, Moon est devenue Victoire et elle déménage en France pendant la Révolution, ce qui veut dire l'époque de Marie-Antoinette. Et on retrouve aussi notre cher Napoléon, qui est un personnage, je crois, que notre auteur adore. Mince. D'ailleurs, ça va être. Il va revenir un petit peu plus tard. J'avoue que c'était un peu moins évident pour ce tome-là de faire le lien entre Victoire et Moon, parce que maintenant, elle est devenue. Elle fait partie quand même de la haute, donc sans que ça soit, elle n'était pas dans la cour de Marie-Antoinette, mais c'était quand même intéressant de voir quand même voir le point de vue d'une autre personne, sans qu'elle soit dans la classe riche, comment qu'ils vivaient cette révolution-là. Et un autre point, je trouvais aussi, en 4 tomes, il y a quand même couvert 3 événements très importants. La guerre sur les plaines d'Abraham, la Révolution américaine et la Révolution française, qui est quand même pas rien. Genre. Ça a dû demander énormément de recherche et pour les avoir lus, ça fait environ 1 an, donc c'est sûr que ma lecture est plus très fraîche, mais je dirais c'était excellent. Il a quand même fait des recherches approfondies à un point qu'on pourrait se mettre à la place du personnage, puis on pourrait même croire que si le personnage aurait réellement existé, c'est ça qu'il aurait vécu. Et maintenant, l'avant-dernier roman qu'il a écrit, qui est sorti dans une collection qui m'est très chère, c'est Napoléon dans la collection Les Grandes Passions de l'Histoire. J'ai déjà chroniqué Cléopâtre, qui était, elle, la personnage, la femme qui a fait que j'ai une passion pour l'histoire. En fait, c'est sûr, j'ai débuté. Les Astérix ont un petit peu un lien avec ça, parce que justement, Cléopâtre apparaît dans Astérix et j'ai trouvé ça. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert Cléopâtre et que j'en ai appris un petit peu plus sur elle. Dans le cas de Napoléon, bon, il y a à peu près 2 ans avant de l'avoir lu, j'avais été voir l'exposition au Musée de l'Histoire pour en apprendre un peu plus sur ce personnage-là. Qu'est-ce que j'ignorais par contre, c'est que Joséphine est loin d'être gentille. Moi, j'avais eu quasiment. J'avais ressenti la tristesse pour elle quand j'ai su que Napoléon est parti avec une autre femme après, que finalement il s'est séparé de Joséphine pour aller avec une autre femme. Mais en lisant ce roman-ci, j'ai découvert un côté de Joséphine qui est pas. Était beaucoup plus manipulatrice que je l'imaginais. Pour qu'est-ce qui est de Napoléon, en fait, on voit quand même, j'en ai appris encore plus que ce que j'avais vu dans l'exposition. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans Révolution, justement, on le mentionne. J'avais un peu l'impression que même si Moon n'est plus dans celui-là, que l'histoire se poursuivait, mais d'un point de vue d'un autre personnage. Napoléon était quand même un bon stratège. C'est juste que vers la fin, je sais pas, peut-être que c'est ces déboires amoureux qui ont fait qu'il pensait un peu moins clair, mais on le sait tous, ça s'est un petit peu mal terminé pour lui. Et même Joséphine, elle l'a pas eu facile par la suite. Et je vous laisse le découvrir. Je dirais encore là, c'est un bon mélange de romance et d'histoire. Les deux sont bien. Se complètent, je trouve, dans l'écriture de François. Et je vous présente maintenant son tout dernier roman que j'ai reçu. J'ai pas eu la chance encore de le lire, mais là, on parle d'un autre contexte historique complètement.
excusez-moi si je le prononce mal, mais c'est Biodyssée, la reine des Celtes, qui va être dans la collection Conquérante. Il y en a 3 qui sont sortis récemment. Là, j'attends. Catherine va m'envoyer aussi le roman sur Catherine II, qui est encore des personnages qu'on discute pas, des personnes qu'on discute pas nécessairement dans les cours d'histoire. Et ça m'a refait penser à la conversation qu'on avait eue lors du meeting BookTube, que ça serait bien justement que les cours d'histoire soient un petit peu plus diversifiés. Parce que moi, dans mes souvenirs, on parlait beaucoup du 20e siècle. Le reste, on les survolait en un cours ou deux. Je comprends en même temps que c'est sûr que pour qu'est-ce qui est de la documentation au 20e siècle, c'est plus facile d'être plus étoffé. Mais ça serait bien aussi de voir plus en détail certaines autres périodes pour nous dire, ben, finalement, il n'y a pas juste l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Il y a plusieurs autres pays qui ont vécu des moments marquants qui pourraient intéresser puis qui pourraient ajouter à notre culture. Donc, dans ce cas-ci, on parle de l'époque romaine, qui est aussi une de mes périodes préférées, encore là, grâce à Astérix, même que dans sa dédicace, il a marqué Vous verrez, ils sont fous, ces Romains, qui est une phrase typique d'Obélix. Et donc, même si c'est une bande dessinée, je devrais les remercier parce que c'est grâce à eux, dans le fond, que j'ai eu la piqûre pour les romances historiques. Je vais vous faire un petit résumé pour vous donner une petite idée c'est qui cette femme-là, parce que probablement comme moi, vous la connaissez peu ou pas du tout. C'est lorsque les régions romaines débarquent sur les côtes de la Grande Île, les guerriers celtes peinent à résister. Le sang coule, les peuples se soumettent. Les représailles de la conquête sèment la rancœur à tout vent. Biodyssée, princesse des Icènes, est témoin de cette calamité. Amante de prince, femme de roi, mère des héritières, elle ne peut éviter ce destin. Elle refuse de céder les terres des Icènes aux Romains. Les infamies qui lui font subir font ressurgir en elle toute la colère et la violence que la déesse Andrasta y avait enfouie. Oui, d'après moi, il va y avoir un petit côté dieu aussi que j'aime beaucoup, qu'on retrouve justement, enfin, Astérix avec les Toutatis, par Osiris, par Isis. Donc, c'est un côté aussi qui m'intéressait beaucoup dans les cours d'histoire. Peut-être que là, on va en apprendre un petit peu plus sur les dieux celtes, qui est une partie que je connaissais un peu moins. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si jamais vous avez des idées d'auteurs que vous aimeriez que je fasse le portrait ou vous aimeriez que je chronique, écrivez-moi ça en commentaire. Je vais aussi mettre les liens les 4 premiers romans de François, j'ai déjà chroniqué. Vous allez pouvoir voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que je pensais à la suite de mes lectures. Et j'espère que vous allez avoir envie de découvrir cet auteur qui est vraiment excellent, qui est très bon dans les détails, mais qui a quand même une bonne dose. On n'a pas l'impression que c'est qu'il va nous acharner avec un cours d'histoire trop détaillé puis que notre esprit va s'évader. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. À la prochaine!